Vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de votre séquence lifestyle, les innovations, les découvertes, la gastronomie. C'est tout le programme que nous vous proposons seulement pour vous, chers téléspectateurs d'i24 News. Restez avec nous, on est parti. Avec une start-up pour 2000 habitants, Israël, c'est le pays de tous les records technologiques. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc notre spécialiste innovation. Évidemment, rien ne vous échappe dans le domaine de la high-tech, encore moins lorsqu'il s'agit du Made in Israël. Alors aujourd'hui, on commence avec un appareil révolutionnaire qui permet de conserver l'énergie. Effectivement, Valérie, la production d'énergie renouvelable aujourd'hui, eh bien, elle dépend de quoi? Elle dépend du soleil, du vent ou des vagues de la mer pour l'énergie hydraulique. Mais lorsqu'il fait nuit, qu'il n'y a pas de vent justement ou que la mer est calme, eh bien, la production d'énergie est en général au point mort. Les entreprises conservent alors l'énergie renouvelable produite en utilisant de l'électricité qui provient de sources fossiles. Donc on a compris, là, c'est pas du tout du 100% écologique. Bah non, du coup, ça l'est pas. Et c'est là qu'intervient une start-up israélienne, H2 Energy Now. Sa technologie repose sur une caractéristique de l'eau. Lorsque l'eau reçoit de l'énergie, l'hydrogène et l'oxygène qui la composent se dissocient. Le processus de dissociation est réalisé grâce à des ondes radioélectriques et l'hydrogène récupéré produit de l'électricité nécessaire au stockage de l'énergie produite par les panneaux solaires, les éoliennes ou les mécanismes d'énergie hydraulique. Fin juin, la start-up a été invitée à présenter sa technologie révolutionnaire en Suisse au forum sur les hautes technologies organisé par Eureka, et de nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt envers cette start-up dont elles veulent commercialiser la technologie et pourquoi pas même pour le grand public. C'est vraiment intéressant. On va rester au Moyen-Orient, mais on va partir en Syrie pour plonger dans le décor et la réalité de la ville syrienne. Oui, c'est un tout autre décor et avec l'aide de la régie, on va peut-être pouvoir voir les images assez impressionnantes. En fait, l'objectif de la vidéo révélée le mardi 15 septembre était de montrer la réalité syrienne. On va le voir donc sur ces images. Le reporter se promène dans une ville située dans le nord de la Syrie, équipée de 6 caméras qui filment en même temps, ce qui permet d'afficher le décor à 360 degrés. Voilà le rendu final. Les caméras ont été passées en fait via la Turquie par des membres d'une association de soutien aux journalistes syriens et ces derniers ont formé le reporter à distance en fait au moyen de quelques vidéos et de discussions sur Skype. Oui, alors c'est vrai que c'est saisissant, on reste sans mots voilà, lorsqu'on voit ces images. Effectivement, et en fait grâce à la technologie, eh bien l'internaute va pouvoir poser son regard en fait où il le souhaite via la souris. Ce sont les stigmates de 4 ans de guerre féroce qui sont portés au grand jour. On est désormais finalement un peu à court de mots, je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus, pour faire comprendre l'étendue de la crise en Syrie. Tout a été dit, on parle beaucoup des migrants et des réfugiés qui viennent en Europe, mais là la réalité virtuelle est un bon moyen de montrer finalement ce qu'ils fuient. Alors pour arriver à ce résultat final, une agence parisienne a été sollicitée pour ajouter de la réalité augmentée à ce document. Il y a une sobre voix off aussi qui décrit le décor et qui raconte comment s'organise la vie quotidienne dans cette ville qui est meurtrie, alors même que l'on entend des tirs d'artillerie qui se font toujours entendre. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo sur notre site. Une expérience qui est glaçante en tout cas. Allez, on va partir tout de suite en France, si vous le voulez bien, Julia, où s'est tenu le premier salon du drone civil à Nantes. L'occasion de découvrir une filière en pleine expansion, mais qui peine encore à recruter là-bas. Effectivement, le marché compte actuellement 2000 exploitants, compte 460 début 2014 et une centaine de constructeurs pour un peu moins de 3500 emplois. Alors ce n'est pas énorme aujourd'hui, car aujourd'hui 80% des opérateurs ont un statut en fait d'auto-entrepreneur. On est encore sur les frémissements de la filière qui se structure, mais ça évolue vite. Les gens commencent à se regrouper. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont entre 5 et 10 salariés et d'ici 10 ans, on devrait arriver à multiplier le nombre d'emplois par 20. Oui, parce que c'est vrai que concrètement, les drones, on en connaît quelques-uns et c'est spécifiquement utilisé dans la production audiovisuelle. Effectivement, dans ce domaine, le drone est légion et le marché est très très concurrentiel. Mais Valérie, il y a d'autres marchés ultra pointus en termes de technologie, marché industriel de surveillance, d'inspection notamment. En fait, par exemple, il y a des appareils volants télépilotés qui sont conçus sur mesure pour vérifier en quelques minutes le bon fonctionnement ou non de panneaux solaires dans un champ à l'aide d'une caméra thermique. C'est assez incroyable. On peut aussi aujourd'hui mesurer l'état de santé des cultures agricoles et décider grâce à des capteurs s'il faut arroser ou il faut mettre l'engrais. Bref, en fait, détecter même aussi une micro-fissure sur une pale d'éolienne en mer ou mesurer la santé des cultures dans l'agriculture. Eh bien, tout ça, c'est possible aujourd'hui et les applications du drone civil se multiplient. C'est un gain de temps et c'est aussi un gain d'argent.
On va terminer avec Volkswagen qui mise sur l'électrique et la voiture connectée. Effectivement, le géant allemand de l'automobile Volkswagen, en recul de 1% sur ses ventes mondiales sur les 7 premiers mois de l'année, a décidé et a annoncé miser sur l'électrique et la voiture connectée pour relancer la demande. À Francfort, le groupe allemand a présenté de nouveaux modèles pour l'ensemble de ses 12 marques, avec en vedette une nouvelle version de son 4x4 urbain Tiguan chez Volkswagen, mais aussi de véhicules électriques chez ses marques premium Audi et Porsche. Je vous propose qu'on écoute le PDG du groupe. Avant la fin de la décennie, nous allons apporter 20 modèles électriques et hybrides rechargeables sur le marché. Des petites voitures jusqu'à l'Audi A8. Nous sommes aussi sur le chemin d'une technologie fascinante, la conduite automatisée. Pour cela, Audi et Volkswagen doivent faire en sorte que nos clients en profitent à différents niveaux, sur l'autoroute, au stop and go ou sur la recherche de places de parking. Merci beaucoup Julia. Aujourd'hui, Isabelle Dajou nous propose de découvrir le parc Ayarkon, situé dans le nord de Tel Aviv, un endroit très résidentiel adoré par les Israéliens. D'abord, les écoles sont d'une très grande qualité, les appartements sont beaucoup moins chers que dans le centre de Tel Aviv, mais aussi et surtout, les espaces verts sont très appréciables. Le parc Ayarkon propose de nombreuses activités sportives notamment et ludiques pour les enfants. Je vous laisse en compagnie d'Isabelle pour sa visite guidée. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le parc Ayarkon. Plus grand que Central Park, réparti sur 3500 hectares. Créé en 1973 par l'initiative du maire Yoshua Rabinovitch, déjà pionnier à l'idée de créer une ville verte proposant à ses habitants une qualité de vie. Vous allez y voir des jardins pour enfants, un zoo, une oisellerie, des stations de sport à chaque centaine de mètres, des voies vélos qui vont longer le parc Ayarkon de Tel Aviv jusqu'à Ramat Gan. Je vous propose déjà de commencer la visite. On y va ? Vous aimez le sport ? Eh bien, le parc Ayarkon, c'est aussi l'endroit rêvé pour en faire. Les TRX en plein air, regardez. Wouh! Voir des balançoires et ne pas en faire, c'est dommage. Nous sommes à présent dans le nord du parc Ayarkon, sur cette même esplanade où les plus grands artistes sont venus se produire. Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Robin Williams et plein d'autres. C'est ici même que le marathon by Night de Tel Aviv, créé par la mairie, se termine. Nous sommes à la limite et frontière de Ramat Gan. Derrière nous aussi, le Luna Park, l'endroit idéal, un parc d'attractions pour toute la famille. Vous voulez surprendre notre famille? Alors pourquoi ne pas organiser un pique-nique suivi d'une balade en vélo ou en pédalo? Peut-être en passant par les Shivat HaTachanot, un endroit archéologique où les Romains venaient y pétrir leur pain. Pour un déjeuner agréable et rempli de surprises, Parc Ayarkon, c'est la meilleure option. Voilà, le parc Ayarkon pour une belle promenade en famille. Nous allons maintenant ouvrir notre page gastronomie. Samuel Calvo, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous faites découvrir aujourd'hui un endroit hyper branché à Tel Aviv. Ça s'appelle le Caméo. C'est un endroit connu non seulement pour sa table, mais aussi pour ses soirées très sélectes. Votre concept, amener chaque semaine une journaliste de i24 News pour la dégustation. Cette semaine, votre complice, c'est Virginie Khalifa. On regarde votre reportage et on en parle après. Aujourd'hui, rendez-vous aux abords du quartier Neve Tzedek, à la lisière de Yafo et de Tel Aviv, près de la mer où se trouve la gare, la Hatachana. En
l'ancienne gare de Yafo, réaménagée en un complexe de boutiques et restaurants en 2010. Un endroit charmant où les touristes aiment venir se balader pour découvrir des boutiques de vêtements de créateurs israéliens, mais aussi et surtout pour venir s'installer dans un des nombreux restaurants. Direction le Caméo à la découverte d'un concept restaurant boîte de nuit très branché qui fait beaucoup parler de lui dans la ville qui ne dort jamais. Au fourneau, le chef Arik Wakil qui va nous préparer quelques-unes des spécialités du restaurant qu'il dirige. Le premier plat est un sashimi de saumon et de thon. Allez, c'est parti. Du sel, du poivre noir, de l'huile d'olive, de l'huile jaune, de la vinaigrette à base de mangue et de yuzu, de la crème basilic, du tobiko vert, un petit radis, des pousses de basilic, Pour nous accompagner aujourd'hui, la charmante Virginie Khalifa qui nous donnera ses impressions sur les plats proposés. Merci. Bon bah, la santé hein. Alors c'est une sauce aux fruits et une mousse au wasabi. C'est les œufs de poisson ça, c'est pas du caviar. Je préfère le thon. On va préparer un risotto au potiron, de la crème de truffe, une purée de potiron, un mélange de champignons, de la crème. On va mettre ça sur le feu. Pour la garniture, on a de la crème de betterave, une crème de carotte, de la poudre de champignons, une saupoudre de parmesan, puis on finit avec une crème de truffe façon chantilly. C'est parfait. Je me demande même s'il n'y a pas de la truffe à l'intérieur. C'est magnifique. Le troisième plat, on a du moussard, du sel, un peu de poivre. On met le poisson sur la plancha. De l'huile. Et on le met au four. Pour la garniture, du chou rôti. Des échalotes caramélisées. On va les faire sauter et on mettra ensuite les feuilles d'épinards. Un bouillon de légumes. De la crème de betterave. De la purée de racines. Sur la purée, je mets les garnitures. Je pose le poisson par-dessus. Du beurre de yuzu. Alors, du moussard. Je reconnais la purée de betterave. Écoutez, on va goûter et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est une combinaison originale, encore une fois, mais apparemment, ce chef adore nous surprendre. Par contre, moi, j'aime bien le poisson avec la betterave. Alors, on m'a expliqué qu'il fallait prendre le chocolat. C'est du chocolat chaud, au lait. Il fallait le renverser sur la boule au chocolat, qui est un gâteau.
Alors on va goûter, hein, Samuel. Bonheur aux filles. Et alors on va goûter le gâteau au chocolat surtout. Magnifique. Alors on va vous montrer à l'intérieur. Je crois que c'est une mousse au chocolat. Oh là là, je vais prendre 10 kilos ce soir. Au final, un restaurant qui met les papilles en éveil dans un cadre très élégant et original. De plus, pas de culpabilité après ce bon repas. On accède directement à la terrasse pour aller brûler quelques calories dans l'ivresse des soirées de la Ville Blanche. Samuel Callot, vous avez trouvé le bon plan pour inviter en tête-à-tête toutes les jeunes femmes d'i24 News. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est un bon moyen en fait de concilier travail et plaisir et de profiter de la connaissance et de l'expertise gastronomique des invités. Mais il faut savoir qu'il y aura aussi des hommes que je vais inviter, c'est pas seulement des femmes. Blague à part, en tout cas c'est bien parce que pour un endroit branché, la table a l'air bonne, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai. En général, c'est assez rare de concilier les deux, mais là c'est vraiment bon et en plus après avoir dîné, on peut se retrouver sur la terrasse, en extérieur. C'est un très bel endroit, je le conseille. Julia, vous êtes la prochaine, j'espère. Avec plaisir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans Midi Ensemble. Surtout, restez avec nous.